Andros, c'est l'île la plus vaste et la plus sauvage des Bahamas. Proche d'une fosse océanique profonde, ces plages de sable blanc sont protégées par la 3e barrière de corail au monde, la plus grande de l'hémisphère nord. Au début des années 60, un Canadien passionné de plongée sous-marine, du nom de Dick Birch, décide de s'installer sur cette île alors isolée. Bien que ce sport soit encore confidentiel à cette époque, il établit ici le premier centre de plongée des Caraïbes. Soucieux de préserver cet environnement qui le fascine, Dick Birch crée une petite structure familiale qui aujourd'hui encore garde l'esprit de son fondateur. Mon nom est Jeff Birch et je suis le fils aîné du clan Birch. À ma connaissance, Small Hope est le plus ancien centre de plongée fondé et géré par la même famille. Mais le plus important est notre philosophie de la plongée. Dès le début, en 1960, mon père avait la conviction que tout le monde était capable de plonger et qu'il était de son devoir de faire en sorte que chacun vienne à Andros pour admirer la 3e plus grande barrière de corail au monde. Cette philosophie perdure de nos jours. Sous l'eau, le temps s'arrête. Tous les soucis disparaissent. Tu es totalement submergé par ce qui t'entoure et ce que tu ressens. Dès l'origine, l'expérience que Small Hope propose sur la Grande Barrière de Corail attire de nombreux passionnés et explorateurs, comme le commandant Cousteau qui y fait escale et participe ainsi à la renommée internationale des Bahamas comme une destination incontournable pour tous les amoureux des fonds marins. L'histoire de Small Hope, qui dure depuis 50 ans, a commencé avec la première génération. En 1962, mon père a battu le record du monde de plongée profonde. Il était plutôt aventurier. Il faisait de la chute libre. Il s'est écrasé 3 fois avec son avion. Ce n'est pas qu'il était cinglé, mais c'était le genre de personne qui vivait sa vie à fond. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés ici. Enfant, une des choses qui nous a le plus marqué, et il a eu 7 enfants avec 3 femmes, c'était son respect de la nature. Depuis le premier jour où nous sommes arrivés ici, il nous a martelé qu'il fallait s'occuper de la communauté, qu'il fallait faire attention à l'environnement. Avec les années, Jeff Birch a su rester fidèle à l'héritage de ce père humaniste et écologiste d'avant-garde, privilégiant ses racines au désir d'expansion. Structure écologique à taille humaine,
Small Hope cultive un esprit de famille qui fait son originalité. Des valeurs qui continuent d'inspirer le clan Birch, dont l'histoire peu banale se confond désormais avec la destinée de l'île, à l'image de Peter Douglas, frère adoptif de Jeff Birch et figure incontournable de la politique écologique à Andros. Je suis devenu un membre de la famille Birch dans les années 70. Dick a été comme un père pour moi, et Small Hope est devenu ma maison. J'ai grandi en suivant la philosophie de Dick ici à Small Hope. Et ce qu'il y avait de merveilleux dans cette philosophie, c'est qu'il disait toujours « Vous ne devez pas perturber la nature plus que vous n'en avez besoin ». Quand je me suis lancé en politique, ma principale motivation a été de préserver cet environnement unique que nous avons ici, à Andros. Actuellement, je travaille avec le ministère du Tourisme afin de développer un modèle de tourisme durable pour nos îles. Et Andros fait également partie des îles où nous allons développer ce modèle. Small Hope est un parfait exemple de ce qu'est le tourisme durable. C'est la même chose avec la pêche. Nous ne voulons pas de pêche commerciale dans certaines zones. On ne veut pas de filets ou de pièges, mais plutôt des méthodes de pêche raisonnées. Nous avons discuté de toutes ces méthodes avec les pêcheurs locaux. Nous les avons formés à les utiliser. Ils ont pu en apprécier les résultats, car ces méthodes assurent un niveau de pêche constant. On a donc des réserves stables, au lieu de tout prélever en une seule fois et d'attendre 10 ans que les fonds se repeuplent. Victimes de la pêche intensive dans d'autres régions des Bahamas, les conques et les langoustes sont encore nombreuses à peupler les herbiers et les récifs d'Andros, où l'on pratique toujours une pêche traditionnelle. Cette mer généreuse qui nourrit les hommes entretient avec l'île une relation étroite. Ici, l'eau et la terre se mêlent en un réseau complexe, et les rivières marines qui traversent Andros de part en part façonnent le paysage. Les mangroves et les lacs d'eau de pluie, nombreux sur l'île, créent une suite d'écosystèmes variés encore intacts qui font toute la richesse et la singularité d'Andros. La végétation endémique, largement dominée par les forêts de pins caraïbes, s'est adaptée aux sols rocheux et peu fertiles que l'on trouve partout aux Bahamas. Ces vastes forêts, où les animaux sont rares, jouent un rôle particulier à Andros et sont protégées au sein de parcs nationaux dont la mise en place doit beaucoup à l'engagement de Peter Douglas. La forêt qui est autour de nous est la plus grande forêt de résineux tropicaux qui reste dans le monde. La forêt de pins est très importante car elle maintient l'eau de pluie en surface. Et toute cette eau douce est vitale pour Andros. Ces forêts ont donc un rôle crucial en gardant l'eau douce à l'intérieur des terres. Mais elles aident aussi à ramener la pluie qui alimente ce système parfait. La forêt recèle aussi beaucoup de plantes médicinales traditionnelles. En marchant, vous verrez des panneaux sur les arbres qui vous expliquent leur importance pour l'écologie. Et aussi le rôle qu'elles jouent dans notre culture de la médecine traditionnelle. Grand connaisseur des plantes médicinales traditionnelles,
Peter Douglas partage son savoir sur cet environnement tropical si particulier avec Becky, une jeune Américaine arrivée depuis peu à Andros. Si vous placez une branche de gomelémie juste devant un serpent, il ne peut plus bouger. En fait, ils y sont très allergiques. Vraiment? Vous trouvez pas ça incroyable? Si, justement, je me demandais ce qu'on pouvait en faire. On s'en sert comme fortifiant. Ces plantes contiennent beaucoup de substances qui permettent d'évacuer les toxines. Des antioxydants, en fait. Il y a beaucoup d'antioxydants naturels que les Indiens utilisaient traditionnellement et qui ont été transmis aux esclaves qui arrivaient ici. Beaucoup de gens les utilisent. Oui. Moi, j'aurais peur de tout mélanger et de m'empoisonner. Oui, c'est pour ça qu'il faut les connaître. Comme celle-ci. Elles sont très amères. C'est ce qu'on appelle le jacmada. Chacune de ces plantes a sa propre odeur. Et c'est comme ça qu'on apprend à les différencier. Celle-là est utilisée si on a mal au ventre, par exemple. Le parc national, situé sur une vaste zone du centre de l'île, protège bien plus que cette forêt unique. Formé de calcaire corallien poreux, Andros est de fait une véritable éponge. L'océan qui s'immisce dans les nombreuses galeries souterraines communique avec l'eau douce maintenue en surface par la végétation. Une singularité qui est à l'origine d'un phénomène géologique étonnant. Les trous bleus. Nous sommes ici aux trous bleus de Captain Bill. Les trous bleus sont très spécifiques à Andros. Ils se sont formés durant l'ère glaciaire, alors qu'Andros était un grand plateau calcaire qui se trouvait à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au fur et à mesure de la fonte de la calotte glaciaire, l'eau s'est infiltrée dans les petites fissures et a commencé son travail d'érosion. Les marées montantes et descendantes ont créé de grands tourbillons. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui ces immenses trous bleus circulaires au milieu des terres. Chaque trou bleu possède son propre écosystème. Ils sont aussi une immense réserve d'eau douce pour l'île et pour les Bahamas, puisque nous approvisionnons en eau le pays tout entier. Ces trous bleus constituent d'immenses réservoirs qui contiennent jusqu'à 25 mètres d'eau douce en surface. Ces étonnantes formations offrent aux plongeurs émérites comme Becky l'opportunité d'une plongée spectaculaire dans les entrailles de l'île. Terrestres ou sous-marins, on dénombre pas moins de 200 trous bleus à Andros qui ont de tout temps fasciné les hommes et inspiré de nombreuses légendes. Craints par les natifs de l'île, ils attirent les explorateurs qui cherchent à en percer les mystères. Dans les profondeurs obscures, la faune est absente. Mais les bactéries présentes dans les sédiments rendent le sol vivant et créent des couches d'hydrogène sulfuré à l'aspect irréel. Dans ces labyrinthes immergés, les stalactites viennent nous prouver qu'un jour, le réseau souterrain à l'origine des trous bleus était à l'air libre. Riche
Riche de sa diversité et de sa nature intacte, la plus grande île des Bahamas reste pourtant peu visitée. Et c'est encore un tourisme à taille humaine que nous offre la découverte d'Andros. Première terre du Nouveau Monde découverte par Christophe Colomb, San Salvador, à l'est de l'archipel, se dresse fièrement face à l'océan Atlantique. À l'image des Bahamas, où le tourisme est l'activité économique majeure, San Salvador attire des visiteurs venus du monde entier. Longtemps endormie, la destinée de l'île a changé en 1992 avec la création de Columbus Isle, qui reste encore aujourd'hui l'unique structure hôtelière d'envergure sur l'île. Concilier le tourisme de masse et le respect de l'environnement est une nécessité pour une petite île comme San Salvador, dont le patrimoine naturel reste la vraie richesse. Spécialiste en développement durable, Cecilia Valdés travaille à Columbus Isle au suivi d'un programme volontariste que l'hôtel a mis en place depuis quelques années afin de répondre à ces enjeux. Notre résidence, qui se trouve dans un lieu isolé, doit fonctionner de manière autonome. Nous avons dû construire nos propres infrastructures et promouvoir de nouvelles technologies pour le traitement des déchets et de l'eau. Nous avons veillé à l'intégration des bâtiments dans le paysage et nous utilisons pour les jardins les plantes endémiques de l'île. Ces pratiques, qui font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, nous les appliquons depuis toujours. Une démarche responsable qui a valu à Columbus Isle l'obtention du label Green Globe. Cette certification, destinée à l'industrie touristique, est une des seules reconnues au niveau international. En travaillant au processus de certification, j'ai personnellement réalisé que minimiser l'impact sur l'environnement, prendre soin de la nature n'est pas seulement réservé aux petites structures, mais qu'un club de vacances de l'envergure de Columbus peut respecter l'environnement tout en continuant à développer son activité. Une activité touristique qui a stimulé l'économie locale et modifié le mode de vie des habitants de San Salvador. Impliqué auprès de la population en matière d'éducation ou d'accès à l'eau potable, l'hôtel est devenu le principal employeur pour les 1200 habitants de l'île. Considéré comme un acteur à part entière de la vie de l'île, Columbus Isle a créé une manne touristique qui profite directement à une figure incontournable de San Salvador. Mon vrai nom est Clifford Fernando. Je suis né ici en 1932. On m'appelle Snake Eyes, qui est mon surnom de joueur de domino depuis des années. Quand les visiteurs arrivent sur l'île, qu'ils discutent avec un local et qu'ils se mettent à poser des questions, les gens leur répondent « Ok, la personne qu'il vous faut, c'est Snake Eyes ». Alors les gens viennent me voir, ils m'appellent ou viennent me chercher et je fais de mon mieux pour leur transmettre ce qu'il y a à savoir. Mémoire de San Salvador, Snake Eyes fait découvrir à Cecilia Valdés une île riche en histoire et encore sauvage. Peu peuplée, elle a très peu changé depuis l'époque où Colomb l'a découverte. Si les Indiens Arawaks qui vivaient là ont disparu au profit des descendants d'esclaves, l'explorateur reconnaîtrait sans doute les côtes rocheuses
et la baie tranquille où les navires espagnols jetèrent l'ancre. Pourtant, la question de la terre originelle découverte par Colomb fit débat jusqu'en 1986. À l'époque, un des membres du National Geographic, Joseph Judge, affirmait que Christophe Colomb avait débarqué à Samana Cay, là-haut, près de Crooked Island, et qu'il n'était pas arrivé à San Salvador. Et il s'est retrouvé seul avec sa théorie, car toutes les autres personnes ont confirmé que c'était ici le vrai San Salvador. Colomb avait écrit que l'île qu'il avait découverte avait la forme d'un haricot, avec des étendues d'eau et un grand lac au milieu. Aucune autre île ne correspond à cette description. Donc on peut se vanter d'être sur la véritable terre découverte par Colomb. 4 siècles et demi plus tard, San Salvador marque encore l'histoire de l'exploration moderne. À la fin des années 50, l'île se retrouve partie prenante dans la conquête de l'espace. Clin d'œil de l'histoire, l'île découverte par le plus grand marin de tous les temps se voit confier la mission de guider les fusées américaines vers les étoiles. Durant ces années, on testait les fusées depuis Cap Canaveral, en Floride. Sur notre île, il y avait une station radar de relais. J'avais ma part là-dedans, car j'étais 2e mécanicien sur un bateau de ravitaillement pour ces stations. Mais je ne suis jamais allé dans l'espace. Depuis leur découverte au XVe siècle, les Bahamas semblent étrangement liés aux grands hommes et aux événements notoires de l'histoire. Au nord-ouest de l'archipel, la petite île de Bimini est toujours réputée pour les grands poissons qu'Hemingway venait pêcher dans les courants chauds du Gulf Stream. Amateur de pêche au gros, l'écrivain y séjourna souvent et trouva ici l'inspiration pour y écrire Le vieil homme et la mer. Bimini se situe à 80 km à peine des côtes de Floride. Une situation idéale pour les lieutenants d'Al Capone qui utilisèrent l'île comme base arrière à leur trafic d'alcool durant la Prohibition. En seulement 1 heure de bateau, ce sont les habitants de Miami qui viennent aujourd'hui profiter de la longueur de l'île. À l'écart de la marina et des maisons sur pilotis, se trouve le Shark Lab, un laboratoire de renommée mondiale sur l'étude des requins. Tout comme les étudiants venus du monde entier participer aux recherches sur le prédateur marin, Shel Williams n'est pas à Bimini par hasard. Je ne sais pas pour quelle raison, je suis totalement fasciné. Complètement fasciné par les requins depuis que j'ai 3 ou 4 ans. Je me souviens encore du premier livre sur les requins que j'ai eu. Je ne me souviens pas du titre, mais je me souviens qu'il y avait des requins bulldogs qui nageaient dans une rivière. Juste une photo. J'étais complètement fasciné. C'est probablement pour ça que je suis ici. Docteur en biologie marine dans une université de Miami, Sam Gruber a fondé le Shark Lab il y a une vingtaine d'années. Alors qu'il était enfant, sa rencontre terrifiante avec un requin pendant une plongée le marque profondément, au point qu'il choisit de consacrer sa vie à cette espèce. Pour le doc, comme l'appellent ses étudiants, le meilleur moyen d'appréhender l'animal est encore d'aller l'observer directement dans son milieu naturel. La première fois que tu fais ça, même pour un fan des requins comme moi, que tu es sur le point de sauter à l'eau avec ces requins des récifs,
Je crois que tu es un peu hésitant, comme beaucoup de gens. Là, tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment envie de sauter de ce bateau? Tu sautes, et d'un coup, ta perception des requins est totalement bouleversée. Tu te rends compte qu'ils ne sont pas des prédateurs assoiffés de sang prêts à t'attaquer. Et ils sont magnifiques. Ce sont des animaux sublimes. Et c'est vraiment une expérience incroyable. En plus de nos études sur les requins, nous emmenons nos étudiants qui ne les ont jamais réellement approchés directement dans l'eau, où ils peuvent avoir une impression immédiate. La question est-ce que c'est dangereux de nager avec les requins? Tout dépend de ce que vous entendez par dangereux. Si vous regardez les archives, vous verrez que parmi les millions de personnes qui ont nagé avec des requins, vraiment très peu ont été mordus ou blessés. Quand j'ai débuté mes recherches dans les années 70, on savait très peu de choses sur les requins. En tant que biologiste marin, je me demandais quel rôle jouait le requin dans le contrôle des écosystèmes. Et il s'est avéré que les requins ont un rôle capital dans le maintien de la biodiversité. Nous n'en avions aucune idée avant de commencer nos études ici. Et cet endroit est un fantastique laboratoire vivant pour étudier les requins. Ici même, sur cette petite île de Bimini. Ceci est l'habitat typique qui sert de nurserie aux jeunes requins citrons. La mangrove, avec des algues et beaucoup de poissons. Il fait un peu froid et c'est un peu tôt pour les bébés requins, donc nous n'en verrons pas beaucoup. Mais on peut voir plein de poissons dans l'eau entre les racines. Il y a quoi là? Une raie? Oui, une belle raie pastenaque juste là, avec un poisson ventouse dessus. Le requin citron est le principal prédateur de cet écosystème de mangroves, ici à Bimini. Vous savez, les mangroves jouent bien plus qu'un rôle de nurserie. Capter la lumière, laisser leurs feuilles tomber et démarrer ainsi la chaîne alimentaire. Tout d'abord, leurs racines retiennent les sédiments et créent véritablement la terre. Mais plus crucial encore, ces mangroves réduisent l'impact des vagues. Pendant un ouragan ou un tsunami, elles protègent la terre. Et si vous arrachez ces mangroves, vous arrachez une barrière protectrice pour votre terre. C'est une grave erreur. Malheureusement, depuis les 50 dernières années, la moitié de la mangrove présente sur notre planète a disparu. À Bimini comme ailleurs, cet écosystème si précieux subit l'assaut des promoteurs. Ils pensaient, oh les mangroves, ça pue, c'est plein de bestioles, n'y allons pas. Maintenant, ils les arrachent, remplissent l'espace, tuent les bestioles et construisent des hôtels. Dommage. C'est pas un bon plan. Mérous, langoustes, conques et bien d'autres espèces marines recherchées dépendent directement de la mangrove pour se reproduire et plus tard peupler l'océan.
Le Shark Lab mène son étude principalement sur les jeunes requins citrons, qui naissent et grandissent dans cet environnement lacustre. Tout en haut de la chaîne alimentaire, ils sont d'excellents indicateurs de la santé de cet écosystème, où ils jouent un rôle de régulateur. Nous adorons les requins, parce que nous savons qu'ils sont garants de la stabilité de l'océan. Et c'est le cas depuis des centaines et des centaines de millions d'années. Ils sont extrêmement importants pour l'écologie de l'océan. It's a male, I think. I think I saw it was a male. Yeah, it's a male. Okay. Peu agressifs, les jeunes requins citrons sont relativement faciles à étudier. À l'âge adulte, ils peuvent mesurer 3,50 m, ce qui rendra tout de même l'étude un peu plus difficile. Les recherches menées par le Dr Gruber et son équipe ont permis de mieux connaître le comportement des requins en général et ont contribué en partie à changer la perception que le grand public en avait il y a encore quelques années. Dès que j'ai un peu de temps pour moi, je peux sauter dans un bateau et en moins de 5 minutes me retrouver dans l'eau parmi les requins. Je pense pas pouvoir vivre loin de l'océan. Ici, l'océan n'est qu'à quelques pas de ma porte. J'adore la mer, et c'est pour ça que je suis là. J'ai pas besoin de grand-chose pour vivre ici. Ce que j'ai de plus précieux, c'est mon masque, mes palmes et mon tuba. Je suis un vrai poisson. J'aime plonger aussi souvent que possible, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Sur l'île, tout le monde se connaît. Et c'est en voisin que Sean rend visite à Ancil Sanders, légende de Bimini. Ancil Sanders construit des bateaux entièrement à la main que certains acheteurs considèrent comme de véritables chefs-d'œuvre. À 76 ans, il vient de finir le 28e. Ok, ça c'est un acajou local, le horseflesh. On commence les bateaux avec ce qu'on appelle du horseflesh. On descend au sud de Bimini avec une tronçonneuse et on découpe un arbre qui s'appelle le horseflesh. On fabrique la proue, le gouvernail et une partie de la console de pilotage avec ce bois. Ah, là, c'est du horseflesh. Et les autres parties, là, c'est du mahogany. Le chêne, le mahogany, je crois que Dieu a créé ces bois pour les bateaux. Du horseflesh et beaucoup de vis en bronze. Il durera une centaine d'années. Je vais vous raconter l'histoire de la visite de Martin Luther King à Bimini, alors qu'il écrivait son dernier discours 3 jours avant qu'il soit abattu. Cet endroit est appelé le sol sacré. On le connaît aussi sous le nom de Bonefish Creek. Il m'a dit, comme j'aimerais que ma femme Coretta soit là avec moi, dans ces magnifiques mangroves. C'est si paisible. Fin mars 1968, en compagnie d'Ancil Sanders, Martin Luther King découvre le côté sauvage de Bimini.
Une pause pour le combattant des droits civiques américains avant son ultime voyage vers Memphis. Nous étions là, les oiseaux nous survolaient, la marée s'écoulait lentement comme elle le fait maintenant, des poissons de toutes sortes nageaient entre les racines. Il a levé les yeux et il a dit, « Il y a tellement de vie ici, tant de vie autour de nous. » Une raie passe-lingue allait et venait, et il m'a dit, « Hansel, que faites-vous quand vous avez des gens sur votre bateau, qu'ils voient toute cette vie autour de nous et ne croient toujours pas en l'existence de Dieu? Qu'est-ce que vous leur dites ?» J'ai répondu, « Révérend King, c'est vous que les gens veulent entendre. Vous le savez, vous êtes le porte-parole. Je suis fatigué de m'écouter parler. Je voudrais entendre quelqu'un d'autre de temps en temps. » 3 jours après, il apparaissait devant Dieu. Et il y a un peu d'histoire ici. Le sol sacré, comme je l'appelle. Nous allons ériger ici un monument en l'honneur du révérend King. Nous amènerons des gens d'un peu partout. Et je pourrai réciter certains de ses psaumes, certaines de ses paroles, dans ce lieu paisible appelé le sol sacré, Bonefish Creek, à Bimini. Anciens résidents du Shark Lab, Cathy Grudecki et Grant Johnson ne se sont pas résolus à quitter l'île. Voulant vivre leur passion au quotidien, ils proposent aujourd'hui aux visiteurs de découvrir avec eux les fonds marins de Bimini. Le côté le plus plaisant de notre travail est de faire plonger ceux qui n'ont jamais eu cette expérience auparavant. Nous les emmenons avec nous sur les magnifiques récifs de Bimini et ils sont tellement heureux quand ils entrent dans l'eau au milieu des coraux pour la première fois. Ça fait plaisir à voir. Cathy et Grant nous font découvrir l'épave du Sapona, au lieu de la plongée à Bimini. Ces cales chargées de rhum et de whisky, le navire était utilisé comme entrepôt flottant durant la Prohibition. En 1926, un ouragan eut raison de lui. Le naufrage fit perdre au malchanceux propriétaire le bateau et sa cargaison. Ironie de l'histoire, l'aviation militaire américaine utilisa le Sapona comme cible d'entraînement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'épave, sur laquelle la nature a repris ses droits, est aujourd'hui un lieu prisé des plongeurs. Ce récif artificiel attire de nombreuses espèces de poissons qui trouvent ici une nourriture en abondance et un abri contre la houle. Que l'on soit expert ou débutant, plonger dans les eaux claires et peu profondes des Bahamas permet de découvrir un monde préservé et de vivre des rencontres parfois inattendues. Nager avec les dauphins est une des plus belles expériences que l'on peut avoir à Bimini. Ils aiment vraiment être près de vous et jouer avec vous. Une fois qu'on a nagé avec des dauphins, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer encore et encore.
Attentifs à l'océan qui les entoure, les habitants des Bahamas ont su garder leur richesse sous-marine intacte.